Qu'est-ce que je disais? Je ne sais plus. Les coulisses du théâtre. Les coulisses du théâtre. L'amnésie. Alors, l'amnésie, c'est capital, parce qu'en sortant, il ne faut pas que les patients puissent décortiquer la séance. Surtout pas. Il faut qu'ils sortent, qu'ils n'aient rien compris du tout, et qu'ils arrêtent de fumer. Et c'est ça qui est essentiel. Et après 10 ans de recul, je vous garantis, j'ai vu des gens qui reviennent 4-5 ans après, parce qu'ils ont repris, et je leur dis, tiens, vous êtes revenus. Ils me disent, mais non. Je dis, mais si, je suis jamais venu ici. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas le lieu, je ne connais pas. Je dis, mais j'ai un dossier. Il y a 4-5 ans, vous étiez là. Moi, j'étais là, mais pourquoi faire? Pour la même chose. Ben non. Si. Vous aviez même une lettre du médecin traitant qui disait que, mais c'est pas possible. Si. Et là, il commence à se dire, ah oui, il y a 5 ans, j'ai arrêté de fumer. Mais j'étais venu chez vous, ben oui. Alors là, ça c'est bien. L'amnésie totale. Parce que s'ils peuvent décortiquer la séance, c'est mort. Et ça, c'est une expérience personnelle. Il y a quelques années, j'étais chez Dominique Méglé à une formation, je ne sais plus sur quoi, masterclass de quelque chose, enfin bon, on s'en fiche, c'était ennuyeux, confus, enfin tout ce que vous voulez. Et je suis sorti de cette semaine, et en arrivant chez moi, je fumais plus. C'est pas du tout addiction ou quelque chose, hein. Je fumais plus. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? En bon médecin, je commence à me parler plus le coup en disant, ça y est, c'est un signal du corps, j'ai un cancer ou truc, je vérifiais si je crachais pas du sang, rien. Je fumais plus. Fou, hein? Et un jour, j'ai lu le bouquin de Jeffrey Zeig, avec sa formation à Erickson, où il décrivait comment Erickson l'a accueilli en analysant la manière dont il fumait la pipe. Le geste, les trucs, en disant, c'est bizarre comment les fumeurs de pipe, ils prennent la pipe dans la main gauche ou dans la main droite. Certains l'allument avec un briquet, d'autres... c'est étonnant comment on peut fumer de manière différente la pipe et puis ne plus fumer. Et je me suis dit, le fumier, il m'a fait du Zeig à l'insu de mon plein gré. Et j'ai commencé à réfléchir, et c'est vrai. Pendant la pause, j'étais sous l'olivier à la Ferrane. Alors, il se pointait dans l'entrée, il me disait, Daniel, pourquoi tu fais la gueule? Je dis, je fais pas la gueule, mais si, tu as une sale gueule. Bon, ça passe, hein. À midi, à la Ferrane, il y avait la sirène des pompiers. Une fois par semaine, il y a la sirène des pompiers. Et il me disait, à midi, on prenait l'hypoglycémie, l'ennui, le machin. Il me disait, Daniel, tu peux l'éteindre. Je lui disais, mais non, je ne peux pas l'éteindre. Si, tu peux l'éteindre. Et je m'en suis pris plein la tronche pendant une semaine. À l'insu de mon plein gré, je suis sorti, j'ai arrêté de fumer. Quand j'ai compris ce qu'il m'avait fait, au lieu de lui envoyer une caisse de crément pour dire merci Dominique pour tout, je me suis mis en rogne en disant, salaud, fumier, tu m'as eu. Et de rage, j'ai repris. Donc, amnésie complète. Alors, dans le texte, il y a tout un tas d'amnésies, des amnésies indirectes, des amnésies structurées. Toutes les amnésies sont dedans. Toutes les formes d'amnésie sont dedans. Amnésie. Et surtout à la fin de la séance, ne permettez pas aux patients de vous poser des questions, mais vous avez dit quoi, vous avez fait quoi, etc. Vous avez dit quoi? J'ai dit quoi, quand, où, quand, comment, mais vous avez bien dit que, ah non, jamais. Amnésie totale. Vous donnez aucune explication, rien. Vous avez vu, j'ai rien préparé, donc ça va partir un peu dans tous les sens. C'est habituel.
Surprendra personne. Mais le patient, il dit pas, mais suis-moi celui-là ou quoi? Non, même pas. Jamais. Mais c'est vrai. Ah non, je suis sérieux. Hein. Je rigole pas. Même en racontant une ânerie totale, je la raconte sérieusement. Et tu fais payer avant ou après? Ah non, il paye après. Mais non, parce que C'est s'il une a bonne dit question. attention. Je les fais payer après, mais mon secrétariat leur annonce clairement le truc en disant vous avez rendez-vous à telle heure, soyez à l'heure. Si vous êtes en retard, il ne vous prend plus. Deuxièmement, c'est temps et temps. Vous payez parce que vous voulez, etc. Donc ils sont prévenus, ils savent très bien, et après ils payent. C'est aussi un truc de Méglé, quand il dit vous avez fini une thérapie, vous ne discutez plus, vous dites vous payez comment? Et le chapitre est clos. C'est ce que je leur dis, vous réglez comment? Non, mais par contre, il faut les faire payer. Par contre, bon, je repasse du coca-là, comme d'habitude. Ce matin, quelqu'un me demandait, je crois que c'était Bruno, qui me disait, les rendez-vous, est-ce qu'il vaut mieux les donner rapidement ou retarder? Dans mon expérience, il vaut mieux pas donner un rendez-vous trop vite, mais 15 jours, 3 semaines, 1 mois après. Pour que les gens puissent se préparer mentalement à être non-fumeurs. Les rares fois où je donnais des rendez-vous, enfin c'est mon secrétariat qui donnait des rendez-vous le lendemain ou 2 jours après, c'était moins productif parce qu'il me disait je suis tellement surpris, je ne sais même pas si je veux ou pas. Donc pour le sevrage, donnez-les un peu en retardement. Oui. Par contre, tu ne leur donnes pas de tâches à faire avant. Ah non, ah non, 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 c'est... Je vous dirai après comment j'aborde le truc. Il rentre, 5 minutes de petite discussion, le scénario, merci, au revoir. Avec le recul maintenant, une séance de sevrage tabagique complète dure 30 minutes. Ouf. 30 minutes? 30 minutes. Et vous les faites, parce que c'est un sevrage tabagique, c'est le même tarif que... C'est un tarif spécial anti-tabac? Ah non, non, moi j'ai un tarif par mètre. C'est-à-dire? Une séance d'hypnose, c'est 1 heure. Ok. 1 heure. Un généraliste, qu'est-ce qui touche actuellement? 25 ou 26 euros. Il voit 4 ou 5 personnes par heure. Eh bien, moi je considère que j'aurais pu voir 4 personnes en 1 heure, donc c'est 100. Alors ça n'a rien à voir avec ce que je pense va le voir ou ma prestance, je m'en fous, c'est le tarif d'1 heure de consultation de généraliste. 4 fois 25, 100. Et ça depuis 10 ans. Je n'ai pas augmenté l'électricité, j'allume plus les lampes, le chauffage je le mets à 16 degrés, je leur dis de ramener un pull, tout, voilà. Voilà. Et en plus, vous savez, maintenant je suis retraité depuis 2 ans. Donc tous les mois, il y a le pactole qui tombe. Bam, bam, sans rien faire, vous touchez du fric, ça c'est du bonheur. J'en étais où? Si vous me coupez, Une demi-heure, la séance. oui, c'était la demi-heure, mais je voulais vous raconter autre chose. Le professeur me reviendra, donc c'est pas grave. Oui, si, c'est important, parce qu'on en parlait avec Bruno ce matin, puisqu'on parlait addiction. Addiction. Le tabac n'est pas une addiction. Ça, il faut que vous l'ayez en tête, ce n'est absolument pas une addiction. La différence entre addiction et mauvaise habitude, c'est ça. Le tabac, c'est une mauvaise habitude. Ça veut dire que si vous supprimez le problème, il n'y a pas de manque. Il n'y a pas de manque. Si vous n'avez pas de manque, c'est une mauvaise habitude. Donc vous pouvez appliquer ce que je vais vous raconter tout à l'heure. Si la personne vient avec déjà, quand j'arrête, je vais mal, les alcooliques, les drogués à fond, c'est un manque. Cette séance-là, je vous dirais même, elle est contre-indiquée. Parce que si vous leur supprimez leur comportement,
vous les foutez dans une merde pas possible. Donc là, il faut sortir du cadre de la mauvaise habitude et embrancher sur des techniques d'addicto. Vrai. Et ça, on le verra au mois de mars. Les techniques d'addictologie qui ne sont pas de la mauvaise habitude. Le tabac, c'est une mauvaise habitude. Ils sortent de chez moi, ils ne fument plus. Ils n'ont pas de manque. Il n'y a pas de manque du tout. Qu'est-ce que c'est qu'un manque? Des symptômes physiques, des tremblements, des symptômes physiques, tremblements, je ne sais pas moi. Un alcoolique, vous lui supprimez ses 3 litres de pinard par jour, il vous fait un délirium prélince. Il ne faut surtout pas déprogrammer la boisson parce que vous l'envoyez en psychiatrie, en réanimation. Hein. Vous voyez? Le tabac, il n'y a pas. En pratique, comment tu détectes parmi les deux qui sont en Oui. dépendance physique, enfin en manque, par rapport aux 8 autres qui n'en ont pas? Oui. Alors, comment tu détectes? Parce que tu as discuté 5 minutes avec Les gens te disent spontanément, surtout les femmes, j'ai déjà arrêté pendant les grossesses. Très bien. Et ça s'est bien passé. Ah, très bien. Voilà. Et elles ont arrêté. Elles n'ont pas eu de symptômes. Toi, tu parlais de symptômes physiques, psychologiques ou autres. Comportementaux. Non, il n'y a pas. Les gens te le disent. Ils te le disent, j'ai déjà arrêté, puis j'ai repris. J'ai dit bienvenue au club, moi c'est pareil. Autre chose là, avec quelqu'un j'ai discuté, cette déprogrammation, ça marche pour le tabac, mais ça marche pour toutes les autres compulsions. Les addictions au sucre. En une séance, ils ne mangent plus de sucre. Les buveurs excessifs, je ne parle pas des alcooliques, le buveur excessif, qui peut arrêter sans avoir de symptômes, en une séance, ils ne boivent plus. C'est comme ça. Les addicts aux écrans et compagnie, s'ils sont motivés pour arrêter, ils n'utilisent plus les écrans, ils ne vont plus au casino. La déprogrammation marche sur tous les comportements compulsifs incontrôlables. C'était quoi la question, Bruno, à laquelle je n'ai pas répondu? Bon, j'ai répondu. Donc, la première chose, c'est cibler, est-ce que c'est une mauvaise habitude ou est-ce que c'est une addiction? Si c'est une mauvaise habitude, vous appliquez cette méthodologie que je vais vous décrire, sans vous poser de questions, à la virgule près. 8 fois sur 10, les gens, en sortant, ne fument plus, ne mangent plus de sucre, ne boivent plus d'alcool. 8 fois sur 10. Et je peux le dire parce que ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et quand je discute avec des addictologues, des vrais, vous savez, des penseurs, machin, ils me disent c'est pas possible. Je dis oui, mais c'est un fait. Oui, mais comment tu l'expliques? Ne l'explique pas. Et vous l'expliquez? Non, c'est pas possible. Ils ne cherchent pas à comprendre, c'est pas possible. Eh bien, je les ignore, pour pas dire autre chose. Et je déprogramme ma mauvaise habitude. Il y a une jeune femme ce matin qui me disait « Ah oui, mais moi j'ai un cas de potomanie. Je ne savais même pas que ça existe. » Non, je ne savais pas. Alors elle m'a expliqué que c'est des gens qui boivent de l'eau. J'ai dit « Pourquoi tu t'emmerdes? Tu lui expliques qu'il a un programme potomanie, et tu le vires et puis il boira comme tout le monde. » Par exemple, oui. Il y a des gens qui ne connaissent pas ta technique. Mais explique l'ordinateur et le débranchement oui, du programme. Mais ça vient. Bruno, on est dans les coulisses. Tu vois, pour l'instant, je suis en train d'expliquer le costume, l'éclairage, le truc, mais je ne leur ai pas encore dit ce qu'il faut faire pour aller sur scène. Sois un peu patient.
Par contre, c'est des questions, vous m'arrêtez pendant, parce qu'après... Ben, je t'arrête pendant. Non, elle était... Ladies first. Dans le côté excessif, est-ce que la demande peut être de passer de 20 cigarettes à 2 cigarettes? Non. C'est pas possible. Non. C'est tout ou rien parce que, oui. Est-ce que les tocs peuvent rentrer dans les mauvaises Oui. habitudes? Oui. Certains tocs, oui. Oui. Mais j'ai pas envie de rentrer dans des considérations machin, truc, chose, etc. Est-ce qu'on peut les traiter comme ça? Donne-moi un exemple. Moi, j'ai une patiente, elle vérifie toujours ses serrures avant d'aller se coucher. Oui. Oui. En disant, pour une raison X, vous avez mis en route un programme qui ne sert à rien. On est d'accord, ça ne sert à rien. Et puis tu supprimes le programme. Sauf que pour les gens qui vérifient, derrière il y a un fond d'anxiété. C'est-à-dire, le fait de vérifier, c'est un anxiolytique. Donc là, tu as un risque, si tu déprogrammes, de ne pas être dans les 8 sur 10, mais dans les 2 sur 10. Et là, il faut rajouter autre chose derrière. Même si tu te donnes, par exemple, de l'anafranil, une chose comme ça, comme traitement de fond. C'est quoi ça? Un médicament. Ah, je n'en donne pas. Ça donne pas. Non, je ne suis pas psychiatre. Oui, donc, par contre, au risque, moi, je dirais d'emblée, je fais quand même mon truc de déprogrammation. En leur expliquant, je vais vous dire tout à l'heure, 2 cas sur 10, ça ne marche pas. Et là, il faut s'occuper peut-être d'un trouble anxieux sous-jacent, mais dans un deuxième temps. Jamais tout de suite dire, ah ben oui, vous êtes anxieux, etc. Par contre, les gens qui se turlupinent les cheveux, les étudiants qui se turlupinent, qui s'arrachent les cils, Moi, j'avais un type, il se pinçait le nez quand il devait parler en public, à force d'avoir la cloison complètement déformée, des trucs comme ça. Tu vois, c'est quand c'est un geste automatique que la personne ne contrôle pas. La clope, c'est le geste vers le paquet, de sortir, etc. Le buveur excessif, c'est le geste, aller vers le frigo, l'armoire, sortir la bouteille, l'ouvrir, etc. C'est la gestuelle. Il faut savoir que c'est la gestuelle que vous déprogrammez, pas l'idée. Vous ne pouvez pas supprimer l'idée, je me ferais bien une clope. Vous ne pouvez pas supprimer l'idée, je boirais bien un coup. Par contre, vous déprogrammez l'action. Ça, c'est important. C'est l'action qui est déprogrammée. Et ça se passe quelque part dans l'hypothalamus. Tous ces comportements bizarroïdes, c'est dans l'hypothalamus latéral où il y a 2 régions, une profonde et une latérale. L'idée survient dans la région latéro-profonde. Par contre, j'ai l'impression, mais un jour je demanderai à des neuroscientifiques de m'expliquer, c'est en fait le passage de l'idée à l'action qui est bloqué. Maintenant, après, j'attends un jour qu'on me propose de faire une IRM, pas moi, un patient, pour vérifier, mais je suis persuadé que c'est là-bas que ça se passe. Un jour, une patiente me disait, alors ça c'est un autre truc qu'il faudra me rappeler tout à l'heure, elle me disait, ma sœur est venue vous voir il y a 3 mois pour arrêter de fumer. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle me dit, tu sais, c'est bizarre, j'ai l'impression que mon bras ne m'obéit pas. Ça, c'est une belle image. J'ai l'impression que quand j'y pense, mon bras n'obéit pas à l'idée. C'est ce qu'on me raconte. Je pense que c'est la gestuelle qu'on déprogramme. Bruno me demandait, qu'est-ce que tu me demandais? Oui, les 5 minutes de préliminaire. Ouais, je sais, moi, ils sont très cool.
les préliminaires, oui, donc les gens rentrent. Bonjour, qu'est-ce qui vous amène? Je sais très bien ce qui les amène parce que mes secrétaires vont me dire. C'est pour une séance d'hypnose. Ah bon, pourquoi faire? Pour arrêter de fumer. Ah bon? Non. Vous voulez arrêter de fumer? L'instillation du doute subtil. Ça, c'est une technique ericksonienne, chère à Méglet. L'instillation du doute subtil. Ah bon, vous voulez arrêter? Vous êtes sûr? Vrai? Oui. Et pourquoi vous voulez arrêter de fumer avec aussi, mais ça sert à rien. Enfin, dites arrêter de fumer. Mais parce que c'est pour ma santé. Ah oui, bon, ça c'est une bonne. Et puis c'est cher. Ah oui, c'est cher. Hein, et puis ça va augmenter. Ou alors j'ai fait un premier infarctus ou un truc. Je dis, mais c'est le cardiologue qui vous pousse. Non, non, c'est une décision personnelle. Si vous avez ça, je le fais pour moi, pour ma santé, pour des raisons de prix, là c'est bon, c'est gagné. Il n'y a pas derrière de trucs. Maintenant, il y a aussi des emphysémateurs qui viennent parce que le pneumologue a dit maintenant ça suffit, il faut arrêter. Mais je veux dire, ça c'est les préliminaires, l'instillation du doute subtil. Pourquoi? Ah bon, ok. L'autre question tout de suite dans la minute qui suit, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi l'hypnose? Après, ça part dans tous les sens, parce que j'ai la collègue de mon mari qui m'a dit qu'elle est venue et puis elle est sortie et depuis elle ne fume plus. Ah bon? Elle ne fume plus? Ah non, ça fait 6 mois qu'elle ne fume plus. Ah ben c'est bien ça. Qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte? Ben rien. Là je suis content. Elle ne peut pas raconter. C'est là que ça a marché. Ah, elle raconte rien. Ah ouais, donc vous ne savez pas du tout comment ça se passe? Non. Ah, ben vous allez le découvrir. Curiosité, vous allez le découvrir. Voilà, pourquoi moi? Après, c'est ça, la collègue, le machin. Je suis allé sur Internet. Alors, je les arrête tout de suite en disant, oh mon Dieu, sur Internet, toutes les conneries qu'on peut raconter. Non, non, vous avez que des bonnes évaluations. Je dis, oui, mais vous savez, on peut toujours payer quelqu'un pour mettre les bonnes évaluations. C'est très Internet. Mais bon. Puisque vous dites que, voilà. Et donc, ça c'est les préliminaires, parce que si quelqu'un dit, ma belle-sœur m'a dit que, le boulot est déjà fait. Elle a déjà sa suggestion. Elle l'a eu. Ma belle-sœur m'a dit que, ben, le boulot est déjà fait. Vous pouvez déjà à la limite faire n'importe quoi, c'est fait. Elle a eu la suggestion. Pas post-hypnotique, mais presque pré-hypnotique. Ça, j'aime bien. Ah bon, bah, si elle vous a dit que ça marche, peut-être que ça va marcher. Voilà. Donc, comment vous imaginez la séance? Bah, ils ne savent pas. Très bon, on dit bon, bah voilà. Maintenant, pour vous expliquer rapidement comment ça fonctionne, qu'est-ce que vous faites comme boulot? Peu importe, hein. Donc, vous travaillez avec un ordinateur. Oui. Qu'est-ce que vous faites sur votre ordinateur? Peu importe, un banquier il fait des dossiers bancaires, un assureur des dossiers d'assurance, une auto-école, ben, ils font les devis, des trucs, les machins, le plâtrier fait des devis, des factures, on s'en fout, pourvu qu'ils aient un ordinateur. Et je leur dis, ok, maintenant, sur cet ordinateur, vous avez des programmes pro, des logiciels de facturation, de devis, peu importe. J'essaie de rentrer un peu dans leur monde professionnel. Donc vous avez les logiciels pro. Maintenant, imaginez, vous avez lancé une appli professionnelle et très rapidement, bing, et je fais le geste, bing, il y a un autre programme qui s'enclenche. Quand cet autre programme s'enclenche, vous ne pouvez pas l'arrêter. Vous pouvez cliquer sur la croix comme un dingue, rien à faire. Il se déroule 5, 6, 7, 10 minutes. Puis il s'arrête. Vous poussez un ouf de soulagement et périodiquement, régulièrement, 5, 10, 15, 20, 25 fois par jour, cette saloperie de programme se met en route. Qu'est-ce que vous faites techniquement, informatiquement pour vous débarrasser de ce programme?
Après, il vous raconte tout un tas de trucs. Je fais un reset, je fais arrêter, redémarrer. Enfin, vous les laissez parler, vous dites ça ne sert pas à grand-chose. Qu'est-ce que vous pouvez faire techniquement? Jusqu'à ce qu'ils me disent, j'appelle l'informaticien. Voilà, comme moi, qui suis un béotien, j'appelle la hotline. Et la fille va me dire, elle ne se déplace même pas. Elle me dit, vous êtes derrière l'ordinateur? Oui. Allez dans le panneau de configuration, trouvez le disque dur, ouvrez le disque dur, faites défiler tous vos programmes, ne touchez pas au logiciel médical, ne touchez pas à la télétransmission, ne touchez pas à des trucs utiles, trouvez le programme qui vous embête. Si vous l'avez trouvé, oui, sélectionnez-le, clic droit de la souris. Si vous êtes sûr de ne plus vouloir de ce programme, vous appuyez sur CTRL-ALT-SUPR. Qu'est-ce qui fait votre ordinateur? Des installations en cours. Il faut insister sur l'idée, il y a la petite barre verte qui défile jusqu'au bout. Ça dure un petit moment. Puis votre ordinateur vous dit, voulez-vous faire arrêter, redémarrer? Si vous faites arrêter, redémarrer, ce programme ne s'enclenchera plus. On est d'accord? Oui. J'ai dit, vous voyez, l'hypnose, c'est ça. C'est exactement ça. C'est de l'informatique. Vous avez dans votre disque dur à vous, qu'on appelle l'inconscient. Il faut les rassurer, l'inconscient, c'est simplement parce que consciemment, vous n'avez pas accès. Il ne faut pas rentrer dans les délires de Sigmund, des compagnies, les fantasmes, les machins, etc. C'est simplement un endroit du cerveau auquel vous n'avez consciemment pas accès. Et dans cet inconscient, vous avez tout un tas de programmes utiles. Vous avez la circulation, vous avez la respiration, vous avez l'équilibre hormonal, vous avez la température, vous avez le sommeil. Vous avez plein de programmes qui fonctionnent très très bien. Et là, malheureusement, un jour, vous avez installé un programme tabac, ou sucre, ou alcool, ou ce que vous voulez. Et maintenant, vous me dites, ce programme, vous n'en voulez plus. Eh bien, on va faire comme de l'informatique. Avec l'hypnose, vous accédez à votre inconscient. Vous, si votre inconscient estime que ce programme ne sert à rien, il va le déprogrammer. Il va le désinstaller. Comme un ordinateur. Vous ne saurez jamais comment il a fait. Je pense qu'on verra la petite barre verte qui défile. Si je vois la petite barre verte qui défile, je vous dirai à la fin de la séance s'il l'a fait. D'accord? Ok. Vous voyez, le truc, c'est ça. Maintenant, je disais ce matin à quelqu'un, en principe, tout le monde a un ordinateur, mais j'ai quand même encore de temps en temps un patient qui n'a pas d'ordinateur quand il vient du fin fond de la vallée de Munster ou je ne sais pas où, ou à la limite, oui, je voulais pas aller quand même, d'être trop... Ils n'ont pas d'ordinateur. Ah, oui, c'est ça embêtant. Vous avez un téléphone portable? Non. Ouh, là, ça se complique. Là, il faut leur dire, bah, écoutez, je vais vous expliquer comment ça se passe sur un ordinateur, et vous parlez de votre ordinateur, parce que c'est rare. Mais vous tombez de temps en temps sur un type un peu paumé qui n'a pas d'ordinateur. Enfin, pour le dire. Mais la plupart ont un ordinateur. Donc vous leur dites, si votre inconscient fait ce job, vous aurez quoi en sortant? Vous ne serez pas un autre, vous ne serez pas changé, vous ne serez pas différent, vous n'aurez pas de manque. Il faut le signaler. Vous aurez quoi? Une indifférence. Juste une indifférence. Je m'en fous. Ça veut dire, vous allez surtout au début y penser souvent. Celle-là était bonne. Le café du matin, la pause avec les collègues, le repas de midi, l'apéro avec les copains. Vous allez y penser. Ne refusez pas la pensée. Vous ne pouvez pas. Elle va venir souvent au début et puis de moins en moins, etc. Si la pensée vient, laissez-la venir et rendez-vous simplement compte que vous n'allez plus exécuter la pensée.
Et là, je leur raconte le geste qui est bloqué, etc. Les histoires de ce qu'on m'a raconté, de ce que je vous disais tout à l'heure. Le geste est bloqué. Donc vous allez y penser, mais vous n'allez plus le faire, et ça va être facile. Vous allez simplement plus le faire. Voilà comment ça fonctionne. Maintenant, il y a un bémol. Il faut jamais annoncer 100%. C'est contre-productif, quelle que soit la technique d'hypnose ou pourquoi vous faites de l'hypnose, il y a un bémol. Et je leur explique que sur 8 personnes, sur 10 personnes qui viennent, 8 en sortant ont l'indifférence heureuse. Ils sont heureux d'être débarrassés. Ils sont heureux d'être libérés. 8 sur 10. 2 sur 10 ne le sont pas. Et là, je leur explique que dans les 3 semaines qui suivent, pas tout de suite, parce que ce n'est pas du manque, mais c'est aussi une expérience que j'ai, dans les 3 semaines qui suivent, s'installe une tension psychologique, mais qui est de l'ordre de l'ambiguïté, de la dualité. Du style, j'ai bien fait d'aller voir ce mec, j'aurais mieux fait de ne pas aller le voir. J'ai bien fait d'écouter ma voisine, j'aurais mieux fait de ne pas l'écouter. Qu'est-ce qui m'a pris d'aller voir ce type? J'étais mieux avant, et tant pis pour les conséquences. Et cette tension-là, elle devient insupportable, insurmontable. Et pour se débarrasser de cette tension, qu'est-ce que font les gens? Ils reprennent. Souvent sous la pression de l'entourage qui leur dit « Maintenant, arrête tes conneries, reprends ta clope et arrête de nous faire chier. » Donc ça, je leur annonce que c'est possible. 2 sur 10. Et je leur dis, si jamais vous faisiez partie de ces 2 sur 10, revenez tout de suite. Revenez tout de suite parce que de toute façon, c'est insupportable pour vous, c'est juste pas possible. Revenez tout de suite pour qu'on casse cette tension. Et là, on est dans la dualité, dans l'ambiguïté qui est présente dans 15 à 20% de la population. Ils viennent parce qu'ils veulent, mais en même temps, ils ne veulent pas. Donc là, il faut faire autre chose. La redéprogrammer ne sert à rien. Par contre, ceux qui reviennent 4 ans après, là, vous pouvez redéprogrammer sans problème, en leur disant « Ouais, vous avez fait une connerie, hein, mais bon, je vous pardonne, je suis fumeur, j'ai repris 3, 4, 5, 6 fois dans ma vie, c'est pas grave. Hein. » Vous redéprogrammez, mais par contre, faites gaffe la prochaine fois. Quand vous êtes de nouveau confronté à la situation du style « Celle-là, je peux me la permettre », ça ne marche pas. Mais par contre, quand la tension psychologique est intense, là, il faut faire autre chose derrière. Et bien là, mon cher Bruno, j'espère que je te verrai au mois de mars, où on entrera dans les 3 méthodes complémentaires qui sont toujours utiles dans la mauvaise habitude. Et là, on peut utiliser la méthode que Dominique Maiglet a publiée dans une revue sur le choix. Avantages, inconvénients. De mettre les deux face à face et de demander à la personne de bien ressentir les avantages, bien ressentir les inconvénients, etc. Harmoniser le tout, prendre la bonne décision, etc. Et puis choisir d'arrêter ou pas. Ça, c'est une méthode, le choix. La deuxième méthode, mais bon, ça, je le développerai tranquillement sur une demi-journée au mois de mars. Je leur dis, vous n'avez pas l'impression d'avoir en vous une partie sage, une partie folle? Une partie qui vous dit, oui, tu as bien fait d'y aller. Et derrière, il y a le petit diablotin qui vous dit, mais non, tu aurais mieux fait de ne pas y aller. Et là, je leur dis, vous avez lu Tintin? Oui, non. Je dis, lisez Tintin. Le capitaine Haddock, c'est quoi son problème? Hein? C'est ça, hein? Et alors, comment on sait qu'il a cette dualité? Parce que subitement, dans une bulle, il y a l'ange bleu qui apparaît en disant « Capitaine, on ne boit pas ». Et dans la bulle suivante, vous avez l'ange rouge qui apparaît qui dit « Allez, capitaine, on boit un coup ». Et qu'est-ce qu'il fait, le pauvre capitaine? Il sombre toujours dans le travers de l'ange rouge et il picole.
Il y a des personnes qui ont ça. J'ai bien fait d'y aller, j'aurais bien fait de ne pas y aller. Et là, j'utilise la technique classique apposition des opposés. Dans la lévitation, je mets la partie folle, et dans la lévitation, la partie sage, et je fais transférer la légèreté de la main légère dans la partie lourde, qui se soulève alors, et on retrouve un équilibre, et je leur dis, voilà, vous avez l'équilibre, et maintenant c'est la partie sage qui pourra reprendre le dessus. Ça, c'est la troisième approche. C'est très rare d'aller au-delà de ces trucs, mais parfois vous les voyez quand même revenir. Et là, j'utilise une technique que j'ai appelée la thérapie simplifiée des états du moi. Simplifiée, c'est-à-dire, je les mets dans un lieu sûr, dans le lieu sûr, il y a un banc. Ils avancent vers ce banc, et sur le banc, il y a la petite, si c'est une femme, ou le petit, si c'est un homme. Et j'ai dit à la grande d'aujourd'hui de s'installer à côté du petit ou de la petite et de commencer à discuter. Comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu es triste, est-ce que tu es en colère, etc. Qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire. Mais j'attends pas de réponse. J'instaure juste ce dialogue entre la grande et la petite qui n'a encore rien compris. Et la grande, elle donne des explications à la petite, comme quoi il y a peut-être d'autres moyens de faire pour obtenir le même résultat, etc. Blablabla. Ça, je le détaille en général quand on fait le séminaire, pour que la grande dise à la petite, ne commence pas. Trouve autre chose à faire qui te donne la même satisfaction sans passer à ce geste que tu vas regretter plus tard. Et en rétablissant ce dialogue, des états du moi, on peut les neutraliser. Parce que j'ai un jour lu un bouquin où on disait vous ne pouvez jamais supprimer un état du moi. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez faire en sorte que, si vous avez plusieurs états du moi, de faire en sorte qu'ils vivent en parfaite harmonie et tout s'arrange. Oui, oui. Mais c'est vous qui suggérez quand même de dire à l'enfant qu'il ne fallait pas commencer. Alors, je ne nomme jamais le pourquoi on est là. Mais dans un dialogue, la grande et la petite, qu'est-ce que tu fais là, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire, pourquoi tu vas faire ça, etc. Et vous, la grande, vous lui dites, tu sais, il y a peut-être d'autres moyens d'arriver à tes fins en faisant quelque chose de moins... il faut trouver le mot, pas dramatique, mais quelque chose de plus utile, de plus écologique, de plus... Voilà. Plus simple. Reste assez vague, assez flou. Il faut rester flou. De toute façon, vous verrez dans le texte, je ne prononce pas une seule fois le mot tabac. Jamais. Il ne faut jamais nommer le problème pour lequel les gens viennent, parce que l'inconscient, il enregistre ça. C'est comme de dire à quelqu'un, vous n'aurez plus mal. Là, ils auront mal. Il faut leur dire, vous allez vous sentir bien. Et là, si vous parlez de tabac, l'inconscient va enregistrer tabac et va réactiver le programme tabac. Donc, mauvaises habitudes, tout ce que vous voulez, mais jamais prononcer le mot tabac, alcool, herbe ou autre chose. Jamais. Comme dans les douleurs. Comme dans les douleurs. Vous ne parlez jamais de mal, de douleur, vous parlez de bien-être, de confort, de détente, etc. Oui. Et est-ce qu'on peut agir sur un état du moi, mais prospectif, c'est-à-dire pour un état futur? Modifier le présent, agir sur... Mais là, en fait, dans ce dialogue, on modifie la décision de la petite de choisir un autre chemin de vie que le chemin de vie qui l'a conduit au tabagisme, de trouver un autre chemin de vie, mais sans avoir fait ce choix-là, mais un autre. Mais bon, c'est sans prétention, hein, je ne suis pas psychiatre, hein,
c'est un truc comme ça, état simplifié des états du moi. Mais franchement, c'est très rare. Si je suis amené à cette extrémité-là, une fois tous les 2-3 ans, c'est beaucoup. Alors, tu n'es pas psychiatre, moi non plus, tu parles des états du moi. Alors, moi, l'idée que j'ai, c'est que nous avons plusieurs personnalités qui cohabitent. Oui. Et que le but, ce n'est pas d'en éliminer une, c'est de leur permettre de vivre en harmonie. Oui. C'est ça. Oui. Les états du moi, on en a tous. On en a tous. C'est d'ailleurs aux grandes dames de ma très chère compagne qui, parfois, quand elle assiste à des choses post-atelier ou des trucs comme ça, le lendemain, elle me dit oh là là, t'as encore fait ça, à la maison, t'es pas comme ça, là, tu leur passes de la pommade, etc. Toutes les nanas, t'es en train de les. Tout ça. J'ai dit oui, mais c'est un autre moi. Là, je joue un rôle que je n'ai pas besoin de jouer à la maison. Mais ces deux états du moi, ils restent, je passe de l'un à l'autre, mais l'un ne va pas perturber l'autre et vice-versa, c'est juste comme ça. Et je ne suis pas le même quand je donne un cours que... Voilà. On peut parler de facettes. Oui, les facettes. Ouais, parce que en fonction de l'environnement. Le pire exemple, c'est les personnalités multiples, on ne va pas rentrer là-dedans. J'ai une autre question précise. Tu as parlé d'un programme qu'on va désinstaller. Oui. Est-ce que tu n'utilises pas le mot virus? Ah non, non, parce que le virus a été mis. C'est toi qui as décidé d'installer un programme. Voilà. Tu l'as décidé toi. C'est pas à l'insu de ton plein gré. Tu as choisi il y a quelques années d'installer un programme avec lequel tu as vécu en parfaite harmonie, et là, tu n'en veux plus, et tu ne sais pas t'en débarrasser. Alors, quand il me dit c'est un virus, je dis non, vous avez, il y a quelques années, installé volontairement un programme tabac. C'était volontaire. Vous avez vécu avec, et là, vous me dites j'en veux plus. C'est ça. C'est pas un virus. Donc, quand vous êtes arrivé à ce stade de tous les préliminaires, machin, etc., on l'a détaillé, mais ça dure 5 minutes, ce truc. Est-ce que vous voulez qu'on voit ce que pense votre inconscient? Ah oui. Ok, on y va. Et là, vous démarrez le texte. Là, vous démarrez le texte. Et vous me croyez pas, je le débite au mot près, à la virgule près, 4, 5 fois par jour. Je disais ce matin à quelqu'un, quand j'ai 4 sevrages tabagiques qui se suivent, au 4e, ça me saoule. Hein. Ça me saoule de raconter 4 fois la même chose, ça me saoule. Et il m'arrive même, j'ai parfois l'impression d'appuyer sur play, et ça se déroule, et entre-temps, une autre partie de mon esprit commence à penser aux courses que je dois faire le soir, au rendez-vous machin, et à un moment donné, j'arrive dans un moment du texte, et je ne sais même plus où je suis dans le texte. Et je suis obligé de réfléchir 30 secondes en me disant, t'en es où dans ton déroulé de trucs pour retomber sur mes pieds. C'est dingue, hein, c'est automatique. Et c'est très bien parce que c'est aussi de l'hypnose. Il faut que le thérapeute se mette en hypnose et puis ça ira beaucoup mieux. Hein. Vous laissez les choses se faire. Là, je file la patate chaude du patient à l'inconscient, mais moi-même, je file la patate chaude à mon inconscient en disant écoute, occupe-toi de cette personne et moi, je fais mes courses dans ma tête. C'est ça la beauté de l'hypnose. Vous vous mettez en pilotage automatique et ça se fait tout seul. Tout seul, sans effort. C'est ça la beauté. C'est ça. Vous rentrez le soir, vous n'êtes pas crevé. Vous rentrez, vous êtes peinard. C'était facile, c'était sympa, c'était cool. Donc simplement, des programmations, 8 fois sur 10 réussite, 2 fois sur 10 échec, 3 options, le choix de Dominique Méglé, ou la position des opposés, le syndrome du capitaine Haddock, ou les états du moi. En sachant que c'est
La quatrième étape est rarissime. Rarissime. Même dans des comportements plus complexes comme les boulimies ou des trucs comme ça, c'est rarissime. Lui, amener à cette extrémité-là, si j'en fais une tous les 2-3 ans, c'est beaucoup. Tout le reste marche tellement bien que... Mais on en parle pour être complet. Donc on en est là. Il y a des questions. Par rapport à l'exemple de l'eau, la potomanie, ça ne peut pas être tout ou rien, parce qu'on ne peut pas non plus le faire passer de 8 litres d'eau à ne plus boire. Oui, mais on peut lui expliquer quand même que c'est un programme parasite. Moi j'utilise souvent des trucs neuroscientifiques pour les brouiller, pour les rendre confus. Le potomane, je lui expliquerai que dans l'hypothalamus latéral, il y a un programme température, alimentaire, reproduction, respiration, etc. Et il y a un programme correct boisson. Et de temps en temps, il y a un dérapage qui se fait. Et juste à côté, il y a un autre petit programme qui s'est installé, on ne sait pas trop pourquoi. L'hypothalamus, il est intelligent et con à la fois. Et là, il y a un petit programme juste à côté qui a déréglé le comportement naturel. Et c'est cette partie-là qu'on va déprogrammer. Après, ils peuvent aller sur Internet, ils peuvent regarder l'hypothalamus, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Hein. Je suis d'accord avec toi, mais la potomanie, c'est quand même un dynamisme. C'est-à-dire, on ne devient pas potomane comme cela. Donc, c'est intéressant aussi de savoir à quoi ça sert ce comportement-là. Je veux dire, moi, travaillant sur le viol, par exemple, les rituels de douche tous les jours ont une symbolique. C'est pas du tout qu'elle veut se laver et qu'elle a pris. Non, il y a une symbolique, c'est un au secours, comment redevenir propre après un viol. Et là, je dirais, tu disais tout à l'heure que l'inconscient ne parle pas. Non, il ne parle pas avec un langage comme articulé, mais il parle par des gestes, il parle par des peurs, il parle par des images, etc. Donc je pense qu'il y a quand même, dans un premier temps, et c'est ce que tu fais, un travail de comment on en est la personne en est arrivée là, et comment, avec un outil comme l'hypnose, etc., on peut l'aider à réduire sa consommation, etc. Et peut-être en commençant, disons, comme tu dis, la partie sage. La partie moins sage, c'est effectivement de réduire au maximum, et la partie sage, de retrouver une régularité dans la prise de la consommation d'eau. Mais ceci dit, parce que Yves est un fin psychologue, appréciable, apprécié de tout le monde, non de tout le monde, qui est reconnu dans la profession, qui est un fin psychologue. D'ailleurs, tu es un psychologue que je respecte. Oui. On va s'embrasser devant tout le monde. Non, mais pour revenir à ça, je suis, alors là, pas psychologue pour un sou. Et alors encore moins psychiatre. Pour moi, il ne sert à rien. Mais bon, peu importe. Mais je pratique l'hypnose comme je pratique la médecine générale. Par exemple, oui. Non, mais pour aller dans ton sens, si la déprogrammation ne marche pas, s'il tombe dans les 2 sur 10, là, il faut aller chercher ce qu'il y a derrière. Mais en première intention, tu vois, je fais simple. Je prends mon truc de médecine générale, de généraliste. Si tu viens, j'ai mal au dos. Ben, je vais te prescrire du Doliprane. Voilà. Si tu reviens 15 jours après en disant j'ai encore mal au dos, je vais faire une radio. Mais pas tout de suite, enfin pas moi. Et après, si on trouve quelque chose, si c'est de l'arthrose interatrophique postérieure, bon bah, je prescris de la kiné ou des trucs. S'il y a une hernie discale, tu envoies chez le rhumato ou chez le chirurgien. Mais tu vois, mais je commence par prescrire du Doliprane. Et en hypnose, je fais pareil. Je fais
presque du symptomatique, et si ça ne donne pas de résultat, je vais chercher plus loin sur les causes, éventuellement ce qui peut se passer derrière, mais toujours avec des choses simples, le choix, la position des opposés, ou cette thérapie. Alors, je suis d'accord, je l'utilise aussi, mais malgré tout, il y a quand même, au niveau du trouble obsessionnel compulsif, il y a quand même une histoire. Oui. Et ça, c'est important. Oui. Très, très souvent, la personne. Mais après, je vais utiliser les techniques. Mes techniques sont aussi. Non, il y a autre chose que je voudrais aborder. Et c'est une question que je te pose. On sait très bien que l'hypnose, c'est ni plus ni moins favoriser le fonctionnement de l'imagination par rapport au raisonnement et la logique. Et dans les trois techniques que tu proposes, c'est compliqué, etc., je trouve que j'insisterai beaucoup, et tu l'as fait d'ailleurs, j'insisterai beaucoup sur le petit diable et le petit ange, etc. Parce qu'on est sur la fonction imaginaire. Et moi, je crois que c'est par la fonction imaginaire qu'on modifie bien des choses au niveau du corps de la personne. Alors, pour répondre à ça, le problème, c'est... Voilà. Dans les addictions, par exemple, quand on voit les addictions, si ces 4 trucs ne marchent pas, et si on est dans un truc addictif, je perds jamais quand même de vue les émotions primaires de Janet qui sous-tendent les émotions secondaires. Et donc, quand effectivement je me heurte à un mur où rien ne fonctionne, ou quand je suspecte d'emblée qu'il y a une émotion primaire, je fais tout de suite une technique d'aller chercher l'émotion primaire qui est dissociée, qui est inconsciente, etc., et de pouvoir la neutraliser, la travailler. Mais dans les addictions, dans les trucs un peu plus compliqués que juste une déprogrammation, je ne perds pas de vue. Mais là, pour s'arrêter de fumer, pour s'arrêter de boire, franchement, la déprogrammation donne de bons résultats. Parfois, ça ne donne pas, 2 sur 10, et là, il faut se poser des questions. Il faut poser des histoires, mais dans un deuxième temps. Toi, mais en tant que généraliste, pourquoi vous avez commencé de fumer? Je vais te dire, j'ai assisté. Non, je fais la distinction entre arrêter de fumer, arrêter de boire, etc. J'utilise des techniques comme toi par rapport aux TOC qui sont quand même un peu plus complexes. Oui, mais si avec la déprogrammation ça marche, voilà, c'est ça. Si ça ne marche pas, j'ai toujours dans la tête Janet avec ces trucs. C'est comme les phobies. Une phobie. Je fais ma séance anti-phobie, ils sortent, ils prennent l'avion, ils n'ont plus peur du vide, etc. Je ne cherche pas pourquoi. Si ça ne marche pas, selon Erikson, il y a une émotion primaire dissociée qui est à l'origine de l'émotion phobique maintenant. Il faut aller déterrer. Mais dans un deuxième temps. Tu vois ? Oui, non, mais c'est pas que je ne tiens pas compte. Mais pas en intervention première. Et ça, c'est mon côté généraliste. Mon cerveau, c'est un petit poids, à peine mûr. Oui. Je suis d'accord pour un grand nombre de choses avec toi, et notamment les phobies simples, etc., qu'on rencontre. Mais il faut faire pour moi très attention quand on dit, par exemple, les psychiatres. Non, je veux dire que pour travailler, former en psychiatrie, on a l'impression qu'il y a 2 mondes, c'est-à-dire le monde de la psychiatrie, la rencontre de patients excessivement difficiles. Il n'est pas sûr qu'on les rencontre très souvent, ou en médecine générale, ou en psychologie. Il n'est pas sûr. Oui. Il y en a à l'HP. Mais moi, j'ai un recrutement de généralistes. Dès que ça devient un peu compliqué, je dis retournez voir votre psychiatre. J'ai pas envie de casser la tête avec des trucs comme ça. Non, mais quand je pense que trouver quelqu'un qui... Non, je ne suis pas extrémiste, mais bon, je me dis,
qu'est-ce qu'on risque de faire simple? Mais encore une fois, je reviens sur l'idée, mauvaise habitude et addiction. Si je suspecte que derrière, il pourrait y avoir un machin plus profond, je ne fais pas de déprogrammation. Je l'ai bien dit au tout début. Si je suspecte que derrière un TOC ou n'importe quoi, il y a un passé, oui, je ne déprogramme pas. Non. Quand c'est simple, clair, facile, généraliste. Je voulais revenir sur un point que tu as dit au début, l'amnésie. Oui. Tu as bien décrit la façon dont Dominique Méglé a essayé de te désintoxiquer à ton insu de ton plein gré. À partir du moment où tu as compris qu'il avait fait ça, il l'avais compris, évidemment. Et lui raconte la même chose avec Yves Doutre-Ligne, qui est un psychologue qui intervient ici. Il disait un médecin, pardon, et qui essayait aussi de lui faire des choses comme ça. Et en formation, Yves Doutre-Ligne a raconté une histoire très intéressante. Il dit, un jour, je rentre chez moi, enfin mon fils rentre chez moi, c'est un fils, tu la connais, tu vois. Ben, raconte-la alors. Non, mais c'est par rapport au tabac. Oui, c'est par rapport au tabac. Oui. Il dit, son fils est en prépa pour faire Sciences Po, etc. Et il dit, papa, j'ai un message de mon copain Jean-Pierre qui m'a dit de te dire que tu étais un con. Alors Doutre-Ligne dit, ah oui, bon, intéressant. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Alors Jean-Pierre, c'est le copain de son fils, mais c'est le crack de la prépa, le mec qui se voit déjà ministre. Bon. Et il est très fort, mais là, la tête comme ça. Et il dit, parce que tu l'as rencontré l'autre jour dans la rue, il t'a demandé de lui faire une séance d'hypnose pour arrêter de fumer, et tu lui as dit, non, ça sert à rien, parce que tu n'en es pas capable. Voilà. Et alors, il m'a dit de te dire que tu étais un con parce qu'il a arrêté le jour même. Alors en formation, je donne cette histoire et ensuite à mes étudiants, je leur demande, à mes stagiaires, très bien, et Doutre-Ligne leur a répondu, tu lui diras de ma part que. Et qu'est-ce que vous pensez que Doutre-Ligne leur a dit? Il lui a dit de répondre. Alors beaucoup de gens disent, toi je t'ai bien dit. Non, il dit, ça ne m'impressionne pas, il ne tiendra pas. Mais c'est un double lien, c'est le renfort, c'est le renfort. Si on explique, ça ne marche plus. Mais ça, c'est du Méglé. Méglé nous a toujours appris dans les formations, c'est le un dépressif. Dites-lui d'enlever les chaussures. Dites-lui d'enlever les chaussettes. Et alors vous lui écrabouillez les orteils. Vous lui faites mal. Pourquoi? Parce qu'il va se mettre en colère. Et il est toujours plus facile de soigner une sainte colère qu'une dépression. Bon, j'ai jamais essayé, mais bon. J'ai fait pire, mais je me suis assagi avec les années. Donc on en est là. Donc là, ils sont prêts à déprogrammer. Alors que, pour faire simple, c'est quoi la déprogrammation? En fait, vous dissociez l'inconscient, c'est-à-dire vous lui donnez une consistance. Pour moi, ça consiste à faire halluciner au patient une bulle, les deux mains qui se rapprochent avec des propositions de rétroaction idéosensorielle, du froid, du chaud, n'importe quoi. La bulle, de mettre l'inconscient dans la bulle, et maintenant demander à l'inconscient de se mobiliser pour réaliser l'objectif. Ça, c'est le truc de base. Quand ils ont la bulle, je pose la question à leur inconscient, est-ce que votre inconscient est prêt à se mobiliser pour vous aider à réaliser votre objectif, sans le nommer? Oui. Alors est-ce que vos mains vont se rapprocher, attirer l'une vers l'autre ou s'écarter? C'est aussi un double lien. Je veux dire, peu importe ce qui se passe, ça se passe. Oui. Les doubles liens. Il y a toujours un mouvement qui se produit. Toujours. Moins il est ample, plus c'est fort. Il ne faut pas se dire, c'est juste un petit mouvement, ça ne va pas marcher. Je peux vous dire, c'est des séances les plus efficaces, plutôt que les gens qui se retrouvent comme ça.
aussi d'expérience. Donc à partir du moment où ils font ça, on leur dit très bien, voilà, vous laissez votre inconscient trouver à faire tout ce qu'il y a lieu de faire d'utile pour vous permettre de réaliser votre objectif, de l'atteindre et de le maintenir durablement dans le temps, avec aisance et facilité comme dans un rêve. Et là, je leur dis, certaines personnes rêvent en dormant, certaines personnes dorment en rêvant, certaines rêvent qu'elles dorment, et on peut même rêver en rêve que l'on dort en faisant toutes sortes de rêves. Et je raconte la rêve du prisonnier. Le prisonnier qui a commis un crime, qui est enfermé, subitement on lui propose, il est libéré, etc. Il sort, il est heureux, etc. Il va bien, il respire l'air de la liberté, il se retrouve dans un troquet, il boit son café d'homme libre. Tout le texte y est, voilà. Et là, il est assis à table, et il y a des potes qui arrivent, qu'il a connus jeunes, il lui propose de participer à un casse. La rechute annoncée. Toujours annoncé une rechute. Et là, dans sa transe hypnotique, il refuse de participer. Tout ce qu'il veut, à partir de maintenant, c'est de garder sa liberté, trouver un job, gagner honnêtement sa vie, mettre tous les jours un peu d'argent de côté pour se payer des petits restos, des week-ends, et surtout, surtout, ne plus jamais retourner en tôle. La métaphore du prisonnier. Celle-là, je vois qu'elle est détaillée complètement dans le truc. À partir de là, donc vous avez déjà commencé en amnésie, et si en hypnose on peut rêver, en hypnose on peut aussi oublier. Et vous pouvez choisir de vous rappeler d'oublier ou d'oublier de vous rappeler de toute chose ou de chaque chose de mes paroles. Et surtout d'oublier de rappeler ou de rappeler d'oublier cette sensation de besoin désagréable. Et là, je meurs. Et donc, oublier de rappeler cette sensation sur un ton un peu plus bas. La deuxième fois, oublier de rappeler cette sensation de besoin désagréable. Elle peut s'estomper dans le passé comme la lumière qui baisse graduellement le soir, et vous pouvez la laisser s'éteindre. Vous pouvez la laisser s'éteindre. Ouais. Une petite suggestion comme ça, directe, mais noyée dans de l'indirection où elle passe. Et après, vous terminez par voilà, oublier, et puis le bien-être qui revient, etc. Et vous terminez avec des histoires de fierté d'avoir réussi, etc. La fierté sur votre visage, la surprise sur le visage des autres, qui se disent « Ah bon, t'as arrêté, ah bon, t'en veux plus, mais comment tu fais, raconte ». Alors, ça c'est une petite suggestion post-hypnotique. Raconte, ça veut dire surtout parlez-en à beaucoup de monde qui vont de nouveau envoyer du monde pour venir me voir. Oui, voilà. Et raconte, etc. Et d'expliquer qu'on est fier d'avoir laissé l'expérience se faire, d'être libéré, de s'être libéré tout seul, etc. Et de trouver maintenant d'autres options pour se faire du bien, boire régulièrement assez d'eau, sauf pour les potomanes, trouver d'autres distractions, des loisirs, des choses comme ça. Et pour les femmes, manger de bons aliments bien savoureux, etc. Et juste ce qu'il faut pour bien vivre, la petite suggestion pour éviter qu'elle devienne une limite derrière, juste ce qu'il faut pour bien vivre, etc. Et puis vous terminez comme ça à un moment donné. Et vous terminez toujours par la deuxième directive implicite, aussitôt que votre inconscient saura que la déprogrammation est complète. Et ce que vous allez remarquer dans vos bras et dans vos mains, une irrésistible envie de vous étirer. Donc vous proposez une directive implicite de rétroaction idéomotrice qui fait comprendre aux patients que c'est déprogrammé. Et donc vous les laissez s'étirer, vous leur dites voilà, parfait. Il a bien bossé votre inconscient, voilà. Maintenant vous êtes libre, vous êtes heureux, vous êtes indifférent. Chouette alors, il a bien travaillé votre inconscient. À partir de là, vous dites voilà, maintenant savourez la liberté. Les 8-10 premiers jours, vous allez penser souvent, mais vous verrez, ça passe comme de la poussière qu'on jette au vent, etc. Et dans 10 jours, vous aurez vraiment conscience de ce changement
dans une dizaine de jours, vous aurez débarrassé. Et ça, cette liberté-là, gardez-la à tout jamais. Voilà. Là, c'est terminé. Vous réglez comment? Le texte complet, il a été dans Hypnose et thérapie brève il y a quelques Oui. années, Oui. et il est repris en entier dans ton bouquin. Vous repris dans le bouquin avec la métaphore du prisonnier. Voilà. Il y a aussi les acouphènes, je crois, dans ce bouquin. Oui, mais là, on est pour le tabac. Mais par contre, franchement, je vais vous dire, cette histoire de tabac, vous l'utilisez pour d'autres comportements compulsifs. Le sucre, les addictions au sucre, ça marche du feu de Dieu. Hein. Alors, du feu de Dieu. Oui. La dysphyrse. Ah oui, Mais pour les bouffées de chaleur. Oui, attends. Je reviens en fait à ma question de Neuf. Donc, je n'ai pas répondu. Non, mais parce que justement par rapport à l'addiction, le fait que ce soit excessif, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que ma mauvaise habitude, c'est que je fume excessivement et qu'on ne fume pas que le Ça ne sucre. marche pas. Mais le sucre, on continue, on arrête complètement Non, le sucre. mais je leur explique que c'est les sucres raffinés qu'on met dans les chocolats, dans les bonbons, etc. Ça ne touche pas les pâtes, ça ne touche pas le pain, ça ne touche pas les fruits. C'est les sucres raffinés que ces salopards industriels mettent dans les produits pour nous rendre addicts. Parce qu'on a fait des études avec des rats. Si on conditionne un rat pour boire de l'eau sucrée, il devient addict au sucre et il boit que de l'eau sucrée et crève d'obésité. C'est les sucres raffinés. J'insiste sur le raffiné. Vous pourrez toujours encore manger. Par contre, si vous êtes invité dans 15 jours chez votre meilleure copine qui est pâtissière au père, si vous n'avez pas envie, vous dites, ma chérie, ça va, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Voilà. Il faut dire, j'ai pas envie. Si vous n'avez plus envie, vous n'avez plus envie. Et là, il faut faire attention à la culture, à la politesse, etc. Pas envie, pas envie. Vous m'invitez au restaurant, moi, je ne regarde pas la carte de dessert, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de programme sucre. On fout. Vous aurez ça. Faites juste gaffe de ne pas, par politesse, ressembler dans oui, pour plaire à ma copine. Ou... C'est ça, il faut être un peu plus sur le côté. Ils ne vont plus manger de dessert, ils vont plus manger de chamallow, ils ne vont plus manger de chocolat, le Nutella, ils vont l'oublier. C'est ça. Et ils vont manger normalement. C'est comme l'autre, il va boire normalement. Mais plus dans l'excès. Donc, mais ça... du tabac normal. Hein? Parce que si on peut boire normalement, ça veut dire quoi? Boire à des occasions? Il ne peut pas y avoir du tabac normal? Non. Non. Si vous utilisez cette métaphore du programme, est-ce que vous pouvez désinstaller un demi-programme? Non. Pas possible. Il peut venir sur l'ordinateur, au lieu de venir toutes les 30 minutes, il peut venir que toutes les 24 heures. Non, non. Franchement, ça ne marche pas. Ni pour l'alcool, ni pour le tabac, ni pour le sucre. Ça ne marche pas. Maintenant, si d'autres vous disent qu'ils ont trouvé un truc qui leur permet de devenir raisonnable, moi je leur dis c'est tout pour être. Et je préfère parce que c'est tellement net en sortant que voilà, c'est net. Et on peut vivre sans fumer, on peut vivre sans boire d'alcool, on peut vivre sans sucre. Ça ne me dérange pas du tout. Vous m'invitez au restaurant, je m'en fous de la carte de dessert. Hein. Mais ça m'indiffère complètement. Je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas de programme. Il faut installer Yes, le j'en ai d'autres. contrôle parental, on peut l'installer sur l'ordinateur. Hein? On ne peut pas installer le contrôle parental. Ah, le contrôle endocrinien. Non, donc là, quand c'est terminé, c'est terminé. Vous leur dites simplement, vous répétez encore une fois, si jamais vous faites partie des 15 ou 20%, ne luttez pas, revenez tout de suite. Ils ne reviennent pas tous. Ils ne reviennent pas tous. Par contre, ceux qui ne reviennent pas, après, c'est des irréductibles. Après, c'est des irréductibles. Après, pour les faire arrêter de fumer, c'est un peu galère pour les motiver de nouveau à faire les choses. C'est du pur et dur. Pardon. Moi, je fais un métier de boucher.
et mes patients qui fument peuvent en fumer mes soins. Qu'est-ce que tu conseillerais pour... Attends, tu es un métier de boucher? Je suis dentiste, de bouche. Oui. Donc quand ils fument, ils en fument un peu mes soins. Donc j'essaye de leur dire certaines choses. Qu'est-ce que tu me conseillerais de leur dire après un soin où ils peuvent avoir très mal, où ça peut engendrer des... Où je leur dis directement, allez vous faire sevrer. Il faut déjà leur dire, oh mon Dieu, l'état de vos gencives. Oh là là, qu'est-ce que j'ai... Mon Dieu, mais vos gencives sont dans un état. Et puis les dents, oh là 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 là, oh là 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 là, vous fumez beaucoup. Ah oui. Oh là là, l'état de vos... Et puis votre langue, vous commencez à avoir des leucoplasies sur le côté. Oh là 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 là, vous devriez vraiment songer à arrêter, parce que là, franchement, vous êtes sur une pente. Bon, je suis chirurgien dentiste, alors quand même, l'état de votre bouche, ça n'augure rien de bon, hein, pour vous. Hein. Maintenant, après, vous faites ce que vous voulez, hein, mais franchement, t'as planté la graine. Après, où tu sais faire... vraiment que la peur, ça marche. Ah oui, oui, le pire du pire de d'autres lignes. Moi, des fois, enfin, le pire ça m'est arrivé de dire, je ne pose pas d'implant chez les fumeurs. J'en ai voilà. Quelques-uns qui ont arrêté, Voilà. mais pas de suite. Hein. Oui, tout seul, quoi. S'ils n'ont pas la volonté, ça ne peut pas marcher. Deux choses l'une, où tu t'appropries la technique et tu dis, revenez dans un mois, j'ai assisté à un séminaire, je me suis formé, etc., j'ai un truc, etc., tu appliques la technique comme je viens de la raconter, ou alors tu trouves un praticien dans ton coin qui est bien, qui ne va pas leur faire du dégoût ou je ne sais pas trop quelle connerie qu'on entend parfois, un truc carré, net, précis, et puis voilà, c'est des trucs. Ouais, mais Par contre, des conneries, j'en entends, hein, qui ont vu des gens avant, mon Dieu, mais des horreurs. Et tu m'avais fait une initiation, tu m'avais dit, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils fument, tant que c'est pas des gitanes, c'est bon. Si c'est pas déroulé, ouais. Oui, mais j'étais jeune à l'époque. Je pense, hein, ça va aux années quand tu viens. Alors je l'applique des fois, je leur dis, vous fumez quoi? Je suis devenu beaucoup plus... Non, voilà. Non, mais parfois vous entendez des horreurs, les gens qui ont vu d'autres avant vous, ça fait peur. Hein. Pourquoi le dégoût, c'est de la connerie? Mais parce que un fumeur, il s'arrête de fumer. S'il est dégoûté, il est désocialisé. S'il est dans une ambiance avec les fumeurs, il va aller dégueuler aux chiottes. Il ne supportera plus l'odeur. Donc il est désocialisé, il ne faut pas les désocialiser. Il faut leur permettre de se mêler à un groupe de fumeurs et de partager la discussion, l'ambiance, sans être gêné. Mais plutôt dans le style, t'en veux pas? Non, non, merci. Tu fumes plus? Non. Pourquoi tu fumes plus? J'ai arrêté. Ah bon, t'as arrêté comment? Oh, ben j'ai arrêté. Parce qu'ils ne peuvent pas dire comment. Ça c'est bien. Ça c'est bien de pouvoir se mêler à des fumeurs et pas être gêné, être indifférent, c'est ça. Le dégoût. Le pire que j'ai entendu un jour d'une dame qui m'a dit, j'ai déjà fait 3 séances d'hypnose, ah bon, et vous continuez à fumer, oui. Mais la dernière m'a pas plu. Ah bon? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Ben, il m'a raconté une histoire, il m'a fait promener dans une ville, et puis il y avait un garage, il m'a demandé d'aller dans le garage, il y avait une voiture qui était là, le moteur tournait, il m'a dit prenez le pot d'échappement dans la bouche et inspirez fortement. Là, c'est le sujet complètement direct, c'est le thérapeute qui crée, il crée un cadre, il pousse le patient à rentrer dans le cadre. Oui, mais d'accord. Donc, effectivement, il y a de fortes chances que ça soit l'échec. Mais je reviendrai quand même sur le dégoût et les recherches qu'on a pu faire sur le dégoût et le fonctionnement de l'insuline, notamment. On se rend compte quand on propose le dégoût pour arrêter une habitude, etc., le cerveau, il n'est pas con, ou tout au moins l'inconscient, il n'est pas aussi méchant que ça, c'est-à-dire qu'il va entraîner la personne à être indifférente, parce qu'elle ne va pas avoir une nausée quand elle va boire une cigarette, elle ne va pas avoir une nausée quand elle va sentir le vin d'un Saint-Émilion, mais simplement, elle va devenir indifférente pour éviter
ce comportement. C'est-à-dire que la personne va se protéger de façon inconsciente, parce que des fois, ça n'est leur pas donne même consciente. envie. Comment? Des fois, ça leur donne même envie de fumer. Non, non. Ça, j'ai entendu. Non, non. Il y a des recherches qui sont intéressantes à l'heure actuelle sur amener le dégoût en partant de l'expérience du patient, du dégoût. Et ça, c'est intéressant. Mais ça ne veut pas dire que c'est une autre approche, elle n'est pas forcément inutile, elle s'ajoute à tous les autres. Oui. Mais ça ne désocialise pas. Non, mais moi, je peux vous dire d'expérience personnelle, la période où j'ai arrêté, où j'avais cette indifférence heureuse, pendant les pauses, mais je préférais être sur le trottoir avec les fumeurs, où l'ambiance était tellement plus agréable, à côté de la machine à café, les jus d'orange et les trucs, où tu as tout le monde sur le dos qui te disait, tiens, je peux poser une question, j'aurais pu... Tu ne pouvais pas la poser avant, mais pendant 10 minutes, tu étais là, tu étais coincé, alors qu'avec les fumeurs, il n'y avait pas ça. C'était convivial, c'était sympa. Donc, et j'ai pas eu de... Je veux dire, on peut être indifférent et être avec des fumeurs en train de discuter dehors, comme boire une bière, etc. dehors. Je crois qu'il faut... Ce qui est important, c'est d'arriver à connaître le patient et en fonction du patient, ou d'avoir des approches que tu es, qui sont efficaces, je veux dire, les gens ne disconviennent pas, ou il peut avoir d'autres approches qui sont aussi intéressantes. Mais bien sûr, je dis pas que... Mais pas à dire... Aujourd'hui, c'est pas inintéressant de travailler sur la mémoire des émotions. Et c'est pas inintéressant, effectivement, que dans certaines situations, les uns et les autres, on a découvert ce qu'était le dégoût. Oui, mais... Et qu'ensuite, par d'autres approches, on peut arriver effectivement à ce que le tabac ou l'alcool, la personne le voit, elle ne va pas oublier, mais elle va être indifférente. Je prétends absolument pas détenir la vérité universelle. Vous pouvez entendre d'autres choses chez d'autres, et j'ai presque envie de dire, écoutez les autres. S'il y a autre chose qui vous plaît, faites surtout autre chose. Si vous adhérez plus, j'ai un de mes élèves préférés, Hinsberger, voilà, qui a un jour, j'ai vu une des patientes de mon ami. Elle me dit, j'ai déjà fait 3 séances d'hypnose chez votre copain Marc Hinsberger. Ah, j'ai dit, mais 3 séances, et pourquoi vous venez chez moi? Mais ça ne marche pas. Ah bon, mais pourquoi ça ne marche pas? Il a appris, il disait comment je fais, et Marc, il utilise, il les a emmenés dans un lieu avec une montgolfière, et la personne devait, dans son trip, mettre toutes les clopes et les paquets dans la montgolfière. J'ai dit, et alors, c'est très bien. Et alors, il m'a dit, maintenant, vous lâchez les amarres, et puis la montgolfière, elle monte, et elle emmène les trucs. J'ai dit, mais, et alors, pourquoi ça n'a pas marché? Elle dit, elle était tellement chargée qu'elle n'a pas décollé. Il y a une question que je voulais poser à tous les deux. Dans le sevrage alcoolique, et notamment dans l'alcoolisme mondain, souvent c'est un alcoolisme qui n'est pas vraiment, enfin qui n'est pas évident. C'est-à-dire les gens boivent trop, ils le savent, ils veulent se sevrer. Quand ils se sèvrent complètement, ils ne boivent plus. Et à ce moment-là, les gens les regardent comme des alcooliques. Alors... Voilà. Donc toi tu dis, l'important c'est de bien restaurer la fierté de la personne après. Mais voilà. Regarde, on prend midi à table. Mais c'est un frein quand même pour prends midi à table. Oui. D'accord? J'ai bu de l'eau. Oui. D'accord? Oui. Quelle est la première remarque de M. Honoré? Tu bois de l'eau, donc tu es malade. Quand Pierre est venu, il m'a dit, je te resserre. J'ai dit non, pourquoi tu bois de l'eau? J'ai dit parce qu'elle est bonne cette eau. Il dit alors là, tu dois être malade. Bon. Je bois de l'eau. Oui, mais je n'ai pas bu d'alcool, donc je suis malade.
Non, c'est parce que. Non, non, attends, c'est parce que l'un comme l'autre, ils nous connaissaient avant. Voilà. Merci. Ça y allait. Ça y allait. Uniquement du jour au lendemain, il nous a. Alors tu prends ton petit Rome? Ah non, non, je suis à l'eau. Voilà. Non, mais t'as raison. Ah, il y a un contexte. Tu fais bien de le dire parce que voilà. Et maintenant, Vous avez compris. De buveur excessif, je suis devenu abstinent. Deux petites choses. L'exemple des livres que l'une est très intéressant. Non. Parce qu'il n'a pas fait d'hypnose. Il a créé un défi par rapport à un mec qui roulait les mécaniques. Il a utilisé. C'est une autre stratégie qu'on retrouve dans les thérapies stratégiques, etc. Un autre exemple qui a été donné derrière. On est d'accord. C'est-à-dire qu'on n'était pas sur le registre de l'hypnose. D'ailleurs, l'hypnose n'est pas une psychothérapie. Mais on était sur un registre, il a tout de suite compris que cet étudiant, il pouvait l'avoir en créant un défi. Et aussitôt. Et puis je m'adressais à Sarah, qui est une amie très très chère, qui m'a connu dans des vies précédentes. Bon, depuis que je suis abstinent pendant quelques mois, tu trouves pas que j'ai maigri? Évidemment. Ça triche, elle n'a rien vu du tout. Ça, c'est désastreux. Hein. Vous faites un truc, vous perdez du poids, et puis même les copines disent non, pas du tout. Bon, c'est pas grave. Il arriverait que je te fasse une déclaration. Non, mais je t'aime quand même. Oui, vous avez encore. J'ai terminé le programme. Vous avez des trucs. Alors, évidemment, dans les addictions, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus dans la neuroscience. Dans les trucs de neurosciences, il faut modifier les cartes cognitives, il faut tenir compte des principes opposants, il faut tenir compte, il faut faire des progressions dans le futur. Enfin, c'est beaucoup plus vaste que les petits trucs dont je vous ai parlé. Si tu as dit quelque chose d'important, qu'on n'a pas. C'est quand effectivement la personne est articulée, fière, etc. Elle rencontre ses amis et tu dis raconte. Et ça c'est extraordinaire. C'est effectivement dans toute approche ericksonienne ou autre, c'est de pousser la personne à raconter le traitement qu'elle a eu et comment elle s'est débarrassée. Le truc, ils ne peuvent pas raconter parce qu'ils savent pas. Ou ne pas raconter, ça veut dire raconter. Le raconte, pour moi, c'est une suggestion positive. Parlez-en à beaucoup de monde qui vont venir me voir. Parce que le fait on m'a demandé pourquoi tu fais du sevrage tabagique en fumant. J'ai dit c'est très simple, ça me permet d'acheter mes cigares. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant. C'est qu'on est sur une projection du futur. C'est le passé du futur, de pousser la personne, effectivement. Par rapport à ce petit survol, oui. Vous pouvez rappeler la référence du livre sur les amnésies que vous avez cité tout à l'heure? Référence sur les bouquins? Il n'y a pas, c'est dans les formations. Ah, dans votre bouquin? Oui, c'est ça. Ah oui, dans le texte. Non, mais dans le texte, il y a les phrases d'amnésie. Mais quand j'ai lu, j'ai oublié de lire en fait. Mais c'est quand même un peu hypnogène. Non, c'est juste après, comme dans un rêve. C'est fait exprès parce que quand on l'a lu, on s'en souvient plus, on le rachète. Non, mais le texte, franchement, c'est à la virgule près. Et je le débite à la virgule près. Par contre, c'est la mise en scène. Je me mets en scène, je change de tonalité. À un moment donné, je dis, vous laissez votre inconscient trouver à faire. Tout ce qu'il y a lieu de faire d'utile maintenant, et là, je passe de là, et je ne les regarde pas, je regarde à travers d'eux pour avoir le regard de la Joconde. Donc c'est toute cette mise en scène, et je ne sais pas quand, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, ou beaucoup plus tard, en vous retournant,
apprécier le travail accompli, c'est toute la gestuelle, la mise en scène, le paraverbal, qui est beaucoup plus puissant que juste les mots. Donc je joue là-dessus, sur les tonalités, la posture. Je parle jamais directement, je ne regarde pas les gens, je regarde ou à travers, ou je regarde par terre, puis je reviens, puis je regarde par-ci, je regarde par là, je regarde là, en plaçant mes mots. Parce que je l'avais vu effectivement sur la thérapie brève, votre texte, mais est-ce que dans le livre, vous détaillez aussi la mise en scène ou pas? Non, mais ça c'est le problème. Non, mais bien qu'il y ait des ateliers. Ça c'est le problème. Là, je peux lui dire, je fais ça. Mais ça. Non, mais il faut se l'approprier. Non, mais avant de venir, je dis, je fais quoi? Ou je demande à quelqu'un dans l'assemblée, est-ce que vous voulez supprimer un comportement pulsionnel et je vous fais juste une démonstration? Je me suis dit non, ça fait vraiment un peu. Non, je vais voir, mais pendant les formations, c'est vous voyez l'acteur en action. C'est là où vous pouvez vous dire oui, il a dit ça comme ça, il a fait comme ça. Mais ça ne remplacera jamais une formation où on voit faire. Ça, bon, c'est un atelier, c'est sympa, mais c'est mise en bouche, c'est la théorie. Non, c'est plus que ça. Je pense qu'effectivement, tout ce corporel que le thérapeute met en scène passe beaucoup plus facilement que des paroles articulées. Et ces gestes, par exemple, le passé, de voir comme tu l'as fait là, c'est extraordinaire. Parce que la personne n'en est pas consciente de cela. Non, pas du tout. Le message passe. Dans le non-verbal. C'est incarné. Oui, voilà, c'est incarné. Mais ça, vous pouvez l'avoir que si vous assistez à une formation où on vous fait une démonstration, et après on vous demande de le faire. Et on vous corrige. Arnaud Bouzinac fait un atelier sur l'orientation de la voix. C'est rare, hein, c'est la première fois que je le vois en formation. Moi, quand je fais une lévitation, je dis, elle devient légère, et je parle vers le plafond. Par contre, dans une catalepsie, je dis, et la main va devenir lourde, et je parle vers le sol. C'est l'orientation de la voix. Pardon. En vous disant le texte, vous connaissez par cœur, mais quand on va l'expérimenter, ça ne pose pas de souci de lui. Non, alors le truc, c'est... Non, mais voilà, au tout début, quand j'avais pondu ce texte, moi j'ai un petit ordinateur portable sur le bureau. Enfin, un gros machin. Et il était sur le bureau. Donc, avant de commencer ma séance sevrage, je lançais le programme et je lisais le texte. Et ça me permettait justement de faire ces pauses. On va laisser votre inconscient trouver à faire. Et après, je retrouvais la phrase suivante. Donc ça m'obligeait à passer du regard du patient au texte. Et c'est comme ça que j'ai remarqué que si on passe de l'un à l'autre, et puis je lisais le texte. Et à partir d'un certain moment, quand vous le faites 3, 4, une fois par semaine, 2 fois par semaine, et le jour où vous le faites 2 fois par jour, vous n'avez plus besoin de texte. Hein, play. Mais le fait de le mettre sur l'ordinateur, de le taper, avec des caractères à vous, etc., et de passer du texte à la personne, mais ne regardez jamais une personne directement. Défocalisez le regard pour donner l'impression que vous regardez au travers. C'est pour ça que la Joconde est fascinante. C'est son regard. Elle ne vous regarde pas dans les yeux, elle regarde à côté de votre oreille. Et c'est ça qui est hypnogène. Et non, faites-le. Mettez-le sur ordi, lisez-le. Hein. Ça vous oblige même à faire ces allers-retours. C'est très productif. Quoi d'autre? Oui, notre ami, il utilise des programmations pour les bouffées de chaleur. Ouais.
Et alors? Non, mais tu me disais que ça marche, tu fais de Dieu. Très très bien. Exactement. J'ai bouffé de chaleur, il des programmes. Simplement, si tu veux, sur de la gynécologie, sur pourquoi les bouffées de chaleur, comment ça se produit, pourquoi les c'est une explication sur le programme. Et après, je dis, voilà, vous avez un petit programme qui s'appelait PSH, allez hop, celui-là, on va le dire. Et ça marche. Hein. Bouffée de chaleur, voilà. Donc, improviser, hein. C'est un outil. C'est comme les couteaux suisses, c'est multifonction. Pourtant, les bouffées de chaleur, c'est pas une habitude, c'est pas. Ni l'addiction, ni une mauvaise habitude. Oui, mais il leur explique. Mais ça arrive. Mais oui, bien sûr. C'est provoqué par quelque chose, et sur quelque chose qu'on peut, c'est quelque chose qui a provoqué les bouffées de chaleur, on peut également le mettre en programme dans la en disant voilà, à un moment donné, il s'est produit tel truc et le programme s'est installé. Et maintenant, votre programme, il s'ouvre tous les quarts d'heure, toutes les heures, et vous avez une bouffée de chaleur dans la journée, dans la nuit. Et on peut effectivement le programmer. La dernière cliente que j'ai fait, c'était ma belle-fille. L'année dernière, elle avait donc un cancer du sein, hormonothérapie, donc elle a fait une bouffée de chaleur. Un max, hein, vraiment, je lui ai fait une séance de déprogrammation, ça fait 1 an, elle a eu une bouffée de chaleur ou deux. C'est calme. Cette technique. J'en ai fait d'autres, là, j'en ai fait d'autres aussi avant, elles n'ont pratiquement pas tout marché. Je voudrais juste que vous partiez avec l'idée, ce truc qui s'appelait tabac, vous pouvez l'utiliser, mais alors à tour de bras, mais toutes les sauces. Mais oui, c'est sans limite. Avec un peu de créativité, d'intuitivité, vous faites chaleur, ça ne serait jamais venu à l'idée, mais je ne suis pas gynéco. Quoi d'autre? C'est pas drôle, hein. Ils sont pas drôles, hein. Je pose pas de questions. Juste, bon, je ne vais pas faire de la pub, mais fin mars, il y a addiction. Donc c'est les 3 jours d'addiction. La première journée, il est passé sur ça, avec les 4 méthodes que je n'ai pas développées, le choix, la position des opposés, capitaine ad hoc, etc. Et après, les 2 jours suivants, on s'adresse à l'addicto, mais l'addicto grave avec manque et tout ça, où je me suis simplement amusé à prendre la neurophysiologie des émotions et des comportements. Et selon mon habitude, il faut toujours traduire la plainte en phénomène de transe. Si la plainte ressemble à un phénomène de transe, vous savez ce qu'il faut faire pour modifier le phénomène de transe en administrant l'opposé ou en le contrôlant. Donc je me suis amusé, parce que je devais faire un cours d'addicto dans un centre d'addicto. J'ai bouquiné tous les trucs que j'ai trouvés sur la neuroscience des émotions et des comportements. Et chaque fois, je me disais, ah ben si c'est ça, eh ben, on va faire ça. On va faire ça. On va modifier ça. Le principe des opposants dans les addictions, c'est ce que je disais à Bruno. Dans une addiction, c'est quoi? Vous consommez un produit pour avoir du bien-être. Le problème, c'est qu'il faut augmenter les doses pour obtenir le même bien-être, mais ça n'ira plus au-delà. Par contre, en augmentant les doses, c'est avec le principe des opposants, la chute est terrible. Et plus la dose est forte, plus la chute, le sevrage est dur. Et là, les gens, ils ne boivent plus, ou ils ne fument plus, ou ils ne consomment plus, pour aller mieux, ils fument pour aller moins bien. Et donc, si on ne joue pas sur cet état neuropsychologique, émotionnel, etc., vous pouvez faire ce que vous voulez, ça ne marchera pas. Et là, on a des techniques quand même de jouer sur l'aspect émotionnel. Un jour, j'avais un jeune, il était venu pour préparer un examen, le bac ou je ne sais plus quoi. J'ai fait ma séance traditionnelle, classique, de motivation, etc. À la fin de la séance, le jeune, il s'étire dans mon fauteuil
Et il me dit, oh putain, tout bim, c'est mieux qu'en juin. Donc une séance d'hypnose peut provoquer plus de bien-être et de plaisir qu'une substance. Et là, j'avais la preuve que, en leur apprenant l'auto-hypnose, ils obtiennent un plaisir plus grand sans la substance et ils peuvent se l'auto-administrer. Parce qu'il m'a dit tout de suite après, derrière, il m'a dit, ouais, mais c'est quand même beaucoup plus cher qu'un joint. Et je lui ai dit, jeune homme, mais celui-là, il est réutilisable. Ouais, c'est où au mois de mars? Hein? C'est ça où? Ici. Ah, ici. Je crois que c'est la fin mars. Fin mars. Et Florence m'a demandé, ils remettent au programme ce qui aurait dû avoir lieu là dans les 3 jours, mais par manque de participants, ils ne peuvent pas le faire, où on fera l'obésité. Toutes les stratégies d'obésité. Toutes les stratégies. Mais ça, c'est après les JHB de l'année prochaine. En plus, oui, mais obésité, l'hyperphagie, l'anogastie virtuelle, tout ça. Ça aurait dû avoir lieu là. Hein? C'est rare. C'est rare. Les indications sont rares. À la prochaine. Allez, voilà, s'il y a des dernières questions, c'est bien aussi.